RMC. Messieurs le maire. 10h, 13h. Mon programme, 3 points. Premièrement, le plein emploi. Deuxièmement, plein emploi. Et troisièmement, plein emploi. Personne peut faire ça. Alain Marchal, Olivier Truchot. Si on n'arrête pas de supprimer des emplois, alors assez de marathon. Les grandes gueules. Faut réagir maintenant, faut se réveiller quoi. Les grandes gueules avec aujourd'hui Claire Aupetit, Gilbert Collard, Jacques Maillot à 12h30. Invité exceptionnel des grandes gueules aujourd'hui, Ingrid Betancourt, l'ex-otage franco-colombienne des FARC, 5 ans après sa libération. Que devient-elle? Elle sera dans les grandes gueules, Ingrid Betancourt, dans maintenant moins de 23 minutes précisément. 12h08, êtes-vous prêts? Je vous pose la question 32-16 et à vous mes chers grandes gueules, êtes-vous prêts à acheter des médicaments ailleurs que dans des pharmacies ou des parapharmacies? Vous le savez, à partir de vendredi, sur Internet, on pourra acheter des médicaments. Ce sont les médicaments qui tuent les microbes, les virus, les bactéries et nous remettent rapidement. Attends, je me suis composé les rotateurs de la coiffe. Et bien loin de nos lits. Les Français vont donc pouvoir, à partir de demain, acheter des médicaments sans ordonnance sur des sites Internet autorisés. C'est le début d'une petite révolution, mais, l'autorité de la concurrence voudrait aller plus loin. Elle étudie la possibilité d'autoriser la vente de certains médicaments hors des pharmacies pour faire baisser les prix, pour faire jouer la concurrence. On entend déjà les arguments de ceux qui sont contre. Attention aux risques sanitaires, à l'automédication. Jacques Maillot, Gilbert Collard, Claire Aupetit, quelle est votre opinion là-dessus? Jacques, tu es pour la vente des médicaments hors pharmacie? Mais je suis tout à fait pour. De toute façon, je suis personnellement opposé à toutes les professions réglementées. Or, la pharmacie est un secteur, c'est une situation de monopole, c'est réglementé. Donc déjà, il faut casser le monopole. Mais tout à fait. Déjà, ce qui va se passer au niveau d'Internet, je trouve que c'est une excellente chose à partir de vendredi. Ceci dit, là, on voit qu'ils sont assez prudents de la concurrence. La décision définitive n'est pas prise. Pourquoi? Parce qu'il y a le lobby des pharmaciens? Évidemment, il y a le lobby des laboratoires, le lobby des labos, et encore beaucoup plus. Il y a qu'à voir. On devrait généraliser les génériques. Eh ben, c'est bien connu que les labos ne jouent pas le jeu concernant les génériques. Et de ce côté-là, si on voulait améliorer déjà les comptes de la Sécu, on pourrait généraliser. Mais on est sûr que si on ouvre à la concurrence, c'est-à-dire que si on permet à d'autres enseignes, pourquoi pas des supermarchés, de vendre de l'aspirine, par exemple, ça va faire baisser les prix, Claire Aupetit? Non, ça serait. Toi, tu veux pas ça, alors? Non, je veux certainement pas ça. Moi, je pense aux pharmaciens. Alors, je sais que certains vont dire, oh là là, on n'a pas vu beaucoup de pharmacies qui fermaient. Je suis désolé. Elles vont mal. Voilà. Elles vont très mal. Parce c'est que très vrai, elles vont mal. Il y en a peut-être trop aussi. Il faut quand même. Il y en a beaucoup trop. Il faut quand même voir à combien ça coûte pour s'installer et reprendre une officine. C'est extrêmement cher. Donc, vous avez des personnes qui se sont quand même endettées. Les banques leur ont prêté à une certaine condition, c'est-à-dire qu'ils avaient un temps et temps. Donc là, si toutefois tout est ouvert et s'il y a les grandes surfaces... Ça va tuer les pharmaciens. Évidemment, encore une fois. Donc il faudrait que les grandes surfaces indemnisent les commerçants d'à côté, parce que moi j'en ai assez. On a tué le commerce de proximité. Je le disais tout à l'heure. Dans les centres-villes, vous voyez, il n'y a plus que des franchisés, qui sont toujours les mêmes. Quand vous allez dans les centres commerciaux, que vous soyez à Marseille ou à Lille, vous avez exactement les mêmes choses. Les Français n'ont pas un fusil sur la tempe lorsqu'ils vont dans un supermarché. Mais on est libre d'aller faire nos courses où on veut. Mais vous êtes plus libre, moi. Il n'y a plus rien. Tu rigoles ou quoi? Va faire en tout cas, on manque pas de pharmacie pour l'instant. Revenons quand même aux pharmacies. Mais ça va revenir. Mais ça va venir. Oui. Mais oui, c'est ce qu'on nous disait il y a aussi 30 ans. Je me suis battu contre les centres commerciaux en disant, vous allez voir, pour le moment, il y a même l'Europe qui aide à installer les centres commerciaux. Et vous verrez que dans 30 ans, l'Europe sera obligée de payer pour implanter du commerce de proximité. Eh bien, ça va continuer avec les grandes surfaces, qui va recommencer. Et attention, les médicaments, c'est pas n'importe quoi. Gilbert Collard, toi qui es hypochondriaque, on peut le dire, c'est pas un scoop. On peut le dire. Oui. Bon, est-ce que tu ferais confiance? Ça me plaît. Est-ce que tu irais acheter tes médicaments ailleurs que dans une pharmacie? Non, moi je pense que le pharmacien a son utilité, qu'il a des années d'études derrière lui, et qu'il peut parfaitement conseiller aussi le client qui vient prendre des médicaments. Si on achète du Doliprane, je citais une marque. D'accord. Est-ce que tu demandes des conseils à ton pharmacien? Bien sûr, mais je veux dire, mais on est bien d'accord. Mais pourquoi vous prenez un contre-exemple? On est bien d'accord. C'est un bon exemple, d'ailleurs. Mais on est bien d'accord. Mais pour l'instant, on peut pas. On est bien d'accord. Plus ton pharmacien en bas de chez toi, on est bien d'accord. Mais surface, tu verras ce qu'on fera. Mes amis, si vous aviez la gentillesse de me laisser parler sans que je sois obligé de vous administrer. Oui, c'est vrai. On s'écoute et écoutons-nous les uns les autres, à défaut de nous aimer.
Alors, écoutons-nous les uns les autres. Alors vas-y Gilbert, termine. Voilà. Moi je dirais simplement qu'une mesure qui me paraîtrait utile, c'est qu'on autorise les pharmaciens à vendre les médicaments à la pilule. Comme ça se fait aux États-Unis. Et en Allemagne. Parce que je ne vois pas. Il y a un gaspillage de médicaments qui est considérable. Maintenant, on parle de lobby pharmaceutique. Mais t'as aussi le lobby des grandes surfaces. Bon. Et moi, je pense que rien ne remplacera jamais le contact entre le pharmacien, un client et un commerçant, un pharmacien, un boulanger, un boucher. Tu pourras avoir des pharmaciens dans les centres commerciaux. Oui, mais c'est une dimension. C'est ce que propose Leclerc. C'est ce que propose Leclerc. C'est ce que propose Leclerc. Alors, si Leclerc propose, c'est Leclerc qui a tué le commerce de proximité. Tu vois bien qu'on est dans le lobby, on est dans le lobby des grandes surfaces. En même temps, on vend bien des livres chez Leclerc. C'est bien de vendre des livres chez Leclerc, non? Des produits culturels, non? C'est pas bien? Leclerc au petit? Ça n'a rien à voir avec les médicaments. Qui c'est qui les achète? Tu rigoles. Quand tu vas dans les rayons de livres, ils sont par terre. Les gens marchent dessus. Ouais. Mais tu rigoles. Alors, nous sommes avec un pharmacien, le docteur Jean-Luc Audouy. Bonsoir, monsieur. Bonjour. Vous êtes membre de la Fédération, je vous dis bonsoir à midi, c'est vrai que c'est un peu tôt. Vous êtes membre de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France. Absolument. Bon, pourquoi il faut surtout pas vendre des médicaments hors pharmacie? Alors, j'ai entendu beaucoup de choses. Et nous ne sommes pas, et je ne suis pas favorable à ce que les médicaments soient vendus en dehors des pharmacies, pour des raisons de sécurité absolue. Alors, ce n'est pas de la défense d'un monopole ou quoi que ce soit. Première hypothèse, où on dit le médicament est une substance ordinaire, et effectivement, on peut le trouver absolument partout, grande surface, station-service, tout ce que vous voulez. Où on dit le médicament est une substance particulière qui mérite un certain nombre de précautions, et à partir de ce moment-là, on ne détruit pas les sécurités qui existent. Regardez l'affaire du furosémide qui s'est passée la semaine dernière. En l'espace de pratiquement 1 heure, l'ensemble du circuit de distribution du médicament a bloqué ce médicament, d'accord, faisant preuve d'une grande efficience et d'une grande efficacité. Je suis absolument persuadé qu'aucun autre circuit est capable d'une telle sécurité. Alors on me dit derrière, il y a d'autres pays qui vendent des médicaments en dehors des pharmacies. Eh ben, quand on regarde bien, ces pays-là ont un réseau de pharmacies qui est beaucoup moins développé et l'accès aux médicaments n'est pas extrêmement facile pour un certain nombre de patients. Oui, mais attendez. Moi, je comprends ces arguments, mais il y a aussi l'argument du prix. On nous explique que si on ouvre un peu à la concurrence, ça fera baisser le prix. Et c'est pas une mauvaise chose, ça. Mais ça serait pas une mauvaise chose. Moi, j'ai rien contre la concurrence, je la respecte. Mais vous avez cité, dans le débat, il y a eu quelqu'un qui a évoqué le problème des livres. Le problème des livres, il est extrêmement intéressant. On a autorisé la concurrence sur les livres en disant simplement, il y a un créneau, et c'était une loi qui avait été adoptée, il y a un créneau et on dit, à l'intérieur d'une marge de 10%, on fait la concurrence. Ouais, moi, je ne suis absolument pas opposé. Mais regardez ce qui s'est passé en Italie. L'Italie a autorisé, il y a quelques années, la vente des médicaments dans des réseaux de grande distribution, et y compris le réseau de Monsieur Leclerc vendait en Italie et vend toujours en Italie des médicaments qui sont plus chers qu'en France. C'est très facile quand S'ils sont plus chers, vous ne craignez pas cette concurrence si c'est plus cher? Non, mais c'est pas une question de craindre la concurrence. C'est une question de croire en le fait que le médicament n'est pas une substance ordinaire. Vous avez cité le Doliprane. Eh ben, c'est un excellent exemple parce que c'est le type même de médicament où on croit qu'il est sans inconvénient et qu'il est sans difficulté, alors que c'est un médicament comme les autres et que mais attendez, docteur, moi quand je vais, alors je prends mon cas précis, quand je vais à la pharmacie acheter ma boîte de Doliprane, jamais le pharmacien me demande quoi que ce soit. Donc je repars avec. J'aurais été chez Leclerc, ça aurait été la même chose, ou Carrefour. Non, pas du tout, parce que chez Leclerc, vous mettriez un certain nombre de boîtes dans votre chariot, et d'abord, nous ne l'aurions pas dans le dossier pharmaceutique, nous ne saurions pas les interactions, vous pourriez éventuellement en prendre une quantité plus importante, alors que nous sommes vigilants sur les quantités de paracétamol que nous remettons. Rentrez dans une pharmacie et demandez 10 boîtes de Doliprane, vous allez voir comment ça se passe. Je peux aller dans 10 pharmacies, alors. Alors ça, c'est un autre débat. Si vous choisissez de vous affranchir de toutes les règles de sécurité d'Internet, c'est un choix personnel, mais vous pouvez pas accuser le réseau de pas faire son travail. Ce que je voudrais dire, et ça a été évoqué tout à l'heure dans le débat, c'est que vous avez un risque qui est un risque pour le patient. C'est pas, je discute même pas du risque pour le pharmacien. Je vous dis, c'est un risque pour le patient. Mais il est intéressant. Mais je suis désolé, excusez-moi, Claire au Petit, vous devriez parler du risque du pharmacien, parce que c'est aussi un contact pour beaucoup de personnes. Un pharmacien qui ferme, c'est aussi un problème. Voilà, c'est exactement ce que je voulais dire. Le risque du pharmacien qui ferme, c'est ennuyeux pour le pharmacien, je le conteste pas et je serai prêt à le défendre. Mais le problème,
phénomène, c'est les 2500 ou 3000 personnes qui sont autour et qui n'ont plus accès à la pharmacie. Alors, c'est attendez. exactement ce que nous verrons dans les zones rurales. Oui, il y aura Internet. Excusez-moi, mais ailleurs, il y a Internet. Oui, c'est ça, la mamie de 80 ans, c'est sûr qu'elle va avoir son Internet. Alors, ça, c'est sûr. Comme tu le dis, moi, toujours au XXe siècle. Va dans une pharmacie, tu as des personnes âgées qui viennent, qui prennent leur temps, qui interrogent le pharmacien. Mais là, ça dure des heures. Mais ça, c'est très bien. Mais dans les supermarchés, on ne fera jamais ça. Mais pourquoi vous défendez le lobby des grandes surfaces? Le pharmacien va fermer. Mais on défend. Pourquoi? Mais si. On défend là. Mais si, on défend le lobby des grandes surfaces, là. Aucun lobby. Bien sûr. On défend qu'ils puissent de la concurrence. Mais la concurrence, elle doit être humaine. Quand tu remplaces un homme par un robot, tu ne fais pas jouer la concurrence. Les grandes surfaces, c'est robotisé. Moi, je suis pour la relation humaine. Quand tu vas dans une pharmacie... Mais tu auras des pharmaciens dans les grandes surfaces. Mais ils sont... Alors même s'il y aurait des pharmaciens dans les grandes surfaces... Même s'il y a des pharmaciens dans les grandes surfaces en Italie qui vendent des pâtes, ça ne change rien au fait, c'est que on est dans une structure commerciale et non plus sanitaire. Absolument. Et il ne faut pas oublier que les pharmaciens font pas de commerce. Il faut d'abord un pharmacien. Les grandes surfaces sont en dehors du centre-ville. Ce qui fait que la personne âgée qui est dans le centre-ville, quand elle n'aura plus de pharmacien, elle ne pourra pas aller à la grande surface. Il n'y a jamais été question qu'il n'y ait plus de pharmacien. Mais si, parce que petit peu par petit. Mais ils sont appelés à disparaître petit à petit. Là, si on commence à les installer entre la boucherie, la boulangerie. Mais parfois, mon vieux, préserver certaines choses. Qui nous font oui, mais je suis conservateur et mieux conservé que toi. Oui, de ce côté-là, on pourra regarder. Quand t'es arrivé, t'étais chancelant. Non, c'est pas vrai. J'étais chancelant parce que je travaille tard le soir. Oui, c'est sûr. À la différence de certains retraités qui se la coulent douce. Bon, vous n'avez pas été, Jacques, t'as pas été convaincu par les arguments de notre pharmacien. Ah, pas du tout, je persiste. Mais de toute façon, je suis, et là-dessus, il a pas été inquiet. Comme l'autorité de la concurrence, ça va être très très lent. À mon avis, ils vont prendre encore quelques mois. Marisol Touraine, à mon avis, ne va pas. Avec Marisol Touraine, ils sont tranquilles. Il va y avoir de la concurrence à dose homéopathique, mon cher docteur. Vous citez, non, si vous permettez, vous citez Marisol Touraine. Oui, ministre de la Santé. Je voudrais bien qu'on réfléchisse. La DGCCRF, c'est le ministère des Finances. D'accord? Marisol Touraine, c'est le ministère de la Santé. Nous sommes, et ça n'est pas nouveau, c'est comme un sujet marronnier, nous sommes devant un débat permanent où vous avez le ministère des Finances qui dit le médicament, c'est une substance ordinaire, et vous avez le ministère de la Santé qui essaye de protéger la santé. Je voudrais que vous regardiez aussi un autre sujet qui est extrêmement important. Tous les pays qui ont ouvert et qui ont libéralisé sur le circuit du médicament sont confrontés aujourd'hui à un problème majeur qui est la contrefaçon sur leur marché. D'accord? Or, la France est aujourd'hui un des pays qui a le moins de soucis par rapport à la contrefaçon et au circuit du médicament. On est en train d'ouvrir les fenêtres. Quand il y aura des courants d'air, on dira à ce moment-là, tiens, peut-être qu'il fallait qu'on réfléchisse et on ne l'a pas fait suffisamment. Et je crois que ça, c'est un sujet sur lequel aujourd'hui, on oublie de se pencher. Merci en tout cas, docteur. Vous avez présenté vos arguments aux grandes gueules en direct sur RMC en toute liberté. Bonne journée. La parole à Sylvain, la parole aux patients, aux consommateurs. Bonjour, bienvenue au 32-16. Bonjour. Vous seriez prêt à acheter vos médicaments ailleurs que dans une pharmacie ? Alors je crains qu'on vous ait mal aiguillé parce que moi je suis pharmacien. Ah bon, mais alors il y a des pharmaciens. Ah oui, mais alors là, non, c'est un problème ça. Ouais. Non, ce qu'il faut savoir, c'est que la personne qui est intervenue juste avant, c'était pas un pharmacien, c'était un médecin. Et comme je ne pense pas que vous le sachiez, il y a quand même habituellement une guerre entre pharmaciens et médecins qui est un petit peu, on va dire quelque chose d'ancestral. Je suis pour le coup relativement étonné de la position. Parce que moi on m'a dit que vous étiez entrepreneur. J'ai rien contre les pharmaciens, mais vous voulez entendre un autre son de cloche. C'est un entrepreneur, un pharmacien. Je suis entrepreneur parce que j'estime que effectivement, quand on a, ce qui est mon cas, investi et acheté l'équivalent de cette officine, je pense être considéré comme un entrepreneur, donc qui gère à peu près 130 personnes. Et comme je suis pas toujours d'accord avec Madame Aupetit, mais je suis tout à fait, pour une fois, heureux qu'elle ait dans son âme et conscience, la conscience au moins des investissements qui peuvent être réalisés au nom de la santé publique, mais effectivement au nom de l'entrepreneuriat personnel, je l'entends. Je pense que tous autant qu'on est, vous avez, j'imagine, tous des parents certainement qui sont relativement âgés, qui habitent à la campagne. Non. Enfin, moi, non.
Moi non plus. Non. Alors, je me rappelle, il y a Non, mais attendez, Sylvain, vous allez nous faire le coup de la mamie qui vit au fin fond de la campagne et que s'il n'y a pas de pharmacie à côté de chez elle. Le problème, c'est qu'à la campagne, il y a de toute manière plus de commerçants. C'est comme ça. On peut le regretter. C'est la désertification. Alors, est-ce qu'on vit au 21e siècle ou est-ce qu'on continue à vivre comme on vivait il y a 50 ou 60 ans? Il y a Internet, Sylvain, il y a Internet. Il faut laisser les gens le libre choix. Il y a Internet à condition qu'Internet arrive. Il faut laisser aux gens le libre choix. Dans le Gard, par exemple, tu as des villages où on n'a pas Internet. Avec le plan Héros, tout va être réglé. Eh bien, il faut développer. Non, mais je veux dire, pourquoi ne pas laisser le libre choix? Moi, voilà, je vais vous dire, Internet, supermarché, pharmacie. Non, tu ne l'auras plus. Attendez. Mais essayons de sauver un peu de relations humaines, c'est tout. Bon. Avec Internet, vous nous faites chier, quoi. Bon, c'est inhumain, c'est désincarné. Mais c'est pas inhumain. Tu vois pas que tu vis dans un frigidaire avec ton Internet? Et si on a envie d'avoir des relations humaines, si on a envie de discuter, tu peux discuter avec les gens, t'as pas besoin d'un pharmacien pour ça, j'espère. Mais j'ai pas besoin d'Internet, tu vas au bistrot. Mais bientôt, on va dire qu'on ferme les bistrots et qu'on va les mettre dans les grandes surfaces aussi. On les fermera jamais, ça. Ah, mais attends, ces 4 matins, tu as bien un abruti de service qui va arriver en disant, mais vous comprenez, la consommation d'alcool, il faudrait réguler cela, et puis le prix du Pernod, il est trop élevé, alors on va faire un bistrot dans un supermarché. Mais on est en train de vivre dans un frigidaire. Sylvain. Est-ce que l'un d'entre vous a une notion du code de la santé publique? Oui, moi un peu, monsieur. Est-ce que l'un d'entre vous sait que pour délivrer des médicaments, sans aucune notion de monopole ou pas, vous avez besoin d'un pharmacien? Oui, mais il y aura des pharmaciens dans les supermarchés. Des pharmaciens. Alors laissez-moi parler. Vous faites que ça, vous parlez tout seul. Je suis installé dans le plus grand carrefour de France qui bénéficie d'une très grande parapharmacie. D'accord? Ce carrefour est ouvert 80 heures par semaine, avec son amplitude horaire. Il a à l'intérieur un pharmacien. D'accord? Il a un pharmacien qui est là présent 12 heures par semaine. Le reste du temps, ce sont des rayonnistes qui sont là et pour vendre des médicaments et de la parapharmacie et que vous retrouvez la moitié du temps en train de remplir de la viande ou du café dans les rayons. Est-ce qu'une personne d'entre vous trouve ça normal? Alors, je vais vous dire un truc. En termes de rentabilité, attendez, pour la parapharmacie, excusez-moi, pour vendre du dentifrice, il n'y a pas besoin d'un pharmacien. Non, mais arrêtons quand même. Monsieur Maillot, avant de parler, mais le dentifrice, on le trouve dans les grandes surfaces, je te signale aujourd'hui. Monsieur Maillot, avant de parler, vous vous renseignez. Pour ouvrir une parapharmacie, il faut un pharmacien. D'accord? Oui. Donc, d'accord. Mais je dis que pour vendre du shampoing, je dis que pour vendre du shampoing et du dentifrice, il n'y a pas besoin d'un pharmacien pour vendre du savon. Le code de la santé publique. comment ça marche, excusez-moi, vous n'avez pas le monopole des compétences dans le domaine de la pharmacie. Je suis désolé, vous dites quelque chose qui est faux. Non, pas pour la parapharmacie. Ah, vous adressez à Jacques, vous parlez à un grand malade. Pour ouvrir une parapharmacie, il faut. Oui, il faut un pharmacien, et puis on a un compartiment parapharmacie, on a compris. On est d'accord. Eh bien, en l'occurrence, il n'y a jamais de pharmacien dans cette parapharmacie. Alors, le jour. 8 heures par semaine, vous l'avez dit. Non. Là, on va parler de rentabilité. Le jour où les pharmacies de parapharmacie ou de sites devront intégrer dans le coût de distribution du médicament le coût de 1, 2, 3, 4, 5 pharmaciens payés au prix où ils sont payés, je peux vous garantir que l'économie générée sur votre boîte de Doliprane ou votre boîte d'aspirine, eh ben, vous verrez la répercussion. Merci Sylvain, merci. Je vous en prie. Je vous envoie un t-shirt des grandes gueules. Vous avez défendu votre cause avec talent et c'était pas facile. Merci Sylvain au 32-16. À très bientôt. Les GG, vous. Bonjour Kevin. Bonjour. Alors, vous voulez interpeller pas une grande gueule, pas deux grandes gueules, mais les trois grandes gueules du jour. Il est en forme. Et vous aussi en même temps, tant qu'on y est. Eh ben allons-y, allez, moi aussi. Non, c'est tout simplement par rapport au sujet tout à l'heure qui était en début d'émission sur riche ou pas riche, les fortunes de France ont augmenté de 25%. La définition de riche appartient à celui qui veut bien entendre, il n'y a pas de salaire de riche. Là-dessus, on est tout à fait d'accord. Par contre, ce qui est un peu déplacé de votre part, et particulièrement Jacques Maillot, pour qui j'ai une très grande affection et j'étais vraiment choqué de sa part, encore mettre colère. Bon, voilà, il est populiste, il défend un peu son blé, mais... Son blé, vous avez blé ou quoi? C'est le blé ou le gré? Je vous ai choqué. Vous êtes pire que Virac, vous, ça insulte votre plein de blé. Mais en quoi je vous ai choqué? Alors allez-y, ça m'intéresse. Mais attends, il insulte tout le monde. Oui, attendez, laissez Kevin, il est au téléphone. Si vous parlez en même temps, on comprend rien. Les gens, ça vous changera. Non, mais qu'il soit au téléphone, ça n'empêche pas de ne pas confondre le blé et le gré quand même. Oui, très bien, écoute, Gilbert, arrête de faire des jeux de mots, là. Bah, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui. Oui, bah, écoute, il est au téléphone, il veut vous interpeller. Écoutez-les jusqu'au bout. Alors, allez-y, terminez. Qu'est-ce que vous reprochez à Jacques, par exemple, Kevin? Quel argument pour un avocat? Non, mais à vous. Quel rapport avec l'avocat? Relancez pas, Kevin. Quel est votre métier? Vous êtes téléphoniste? Faucheur de blé? Piqueur de gré?
on parle pas de salaire médian. Vous parliez de 6 000 euros net. On peut difficilement, ou en tout cas, Dixit, on ne fait pas grand chose à Paris avec 6 000 euros net. Oh, vous sentez le front de gauche, vous, Le médian par ménage est de 2 euros. Non, en fait, je citais Kevin. Vous vous rendez juste compte, et je vais juste au bout. Laissez-moi 30 secondes et après je vous laisse. Je citais simplement un sondage, hein. Attendez, simplement, parce que je pense qu'il y a méprise. Non, mais attends, excuse-moi, en tant qu'auditeur d'RMC, c'est Brunet, là, excuse-moi, je suis dans le studio, j'ai rien à faire là. Mais j'écoutais ce moment tout à l'heure, vers 10h15 dans ma bagnole. Et en fait, il disait, Maillot, non, c'est Collard qui disait, j'ai rencontré des bobos de gauche, qui m'ont dit, qu'avec 6 000 euros, on vivait pas forcément très bien, on n'était pas très riche, disait Collard, avec une certaine ironie, puisqu'il moquait ces bobos de gauche qui avaient dit ça. Et moi simplement, je cite le sondage. Tous les jours n'est que vous. Mais... Attendez, Kevin, je cite simplement un sondage qui est publié dans le magazine Challenge. À partir de quel montant de revenus net mensuel est-on riche? Les Français disent 6 000 euros. Ah oui, ça c'est autre chose. Oui, d'accord, ça c'est autre chose. C'est le sondage. On est tout à fait d'accord, vous et moi. Et c'est pour ça que j'ai commencé en premier à vous dire, après, le revenu pour être riche appartient à chacun. Ok. Ce que je veux juste vous dire, c'est que quand tous les trois vous mettiez d'accord en disant aujourd'hui avec 6 000 euros à Paris, on ne vit plus vraiment, ou alors c'est difficile. Est-ce que vous vous rendez compte que riche ou pas riche, 6 000 euros, c'est énorme. C'est juste énorme, 6 000 euros. Bah non. 6 000 euros, c'est énorme. Le SMIC, c'est 1 000 euros, un salaire moyen français. C'est ce que j'ai dit, moi. Non, c'est un peu plus de 1 000 euros, le salaire moyen. Excusez-moi. Là, vous n'êtes pas de vraiment pendant le coup. Alors là, c'est pas exact, 1 000 euros. Non, les 1 000 euros. Je suis désolé. Mais on peut trouver pire. Il y a des retraités avec 400 euros. En effet, il y a des petits retraités qui n'arrivent. On peut pas arriver à 400 euros. Je vois pas le problème, en fait, Kevin. Mes parents qui ont bossé 50 ans avaient 600 euros à eux deux. Je le sais. Oui, on est d'accord. Non, mais Kevin, ce qu'on disait. Ce que je veux juste vous faire passer, c'est que moi qui vous écoute depuis 6 ans, effectivement, et c'est ça que j'aime dans votre émission, il y a chacun défend son avis. Et ça, c'est très bien. Mais quand vous êtes censé, et vous le faites, donner la parole au peuple, quelle qu'elle soit cette parole. Mais là, le peuple, 6 000 euros, c'est énorme. C'est pas un salaire moyen, c'est pas un salaire convenable. Non, mais c'est exactement ce que j'ai dit, moi. Moi, je suis désolé, mais j'ai dit que c'est pour mon vie aussi. Je suis désolé. Déjà. Vivre à Paris à 6 000 euros. C'est juste que vivre dans une petite ville à 6 000 euros, c'est pas la même chose. C'est être aisé, mais c'est pas être riche. Le mot riche a de l'importance. Je suis de Bordeaux, mais j'ai grandi 25 ans en région parisienne. Ne dites pas que 6 000 euros, c'est difficile, sans déconner. Ou alors on côtoie pas les mêmes milieux. Non, mais il a un peu raison quand même. Il a raison, je pense. En fait, on a tous raison. Non, mais j'entends bien, mais je suis pas en train de dire que vous êtes démago. Je suis en train de dire que peut-être sur ce sujet-là, pour une fois, vous êtes un peu égaré. Je vous ferai remarquer quand même que moi j'ai soutenu que 6 000 euros c'était un revenu très confortable. C'est vrai. Je l'ai dit. Seulement vos oreilles idéologiques l'ont pas entendu. Allez, merci Kevin. En tout cas, vous avez créé le débat. Merci d'avoir appelé au 32-16. Éric Brunet est à mes côtés, non pas pour continuer à débattre avec nous, mais simplement pour dire que à 13h, les fortunes de France seront au cœur de ton débat. Oui, tout à fait. On va parler des riches et je fais tant pis, peut-être vous allez juger que je suis provocateur, mais je fais partie des rares personnes. Maillot était un peu d'accord avec moi d'ailleurs ce matin, qui considère que c'est vrai, les riches sont un peu plus riches cette année que l'année dernière. Quand on dit les riches pour leur patrimoine d'entrepreneurs, les fortunes professionnelles, eh ben je m'en réjouis. Tant pis. Moi je dis c'est tout le monde est d'accord. T'es d'accord aussi? Moi je suis d'accord. Bah voilà, on est d'accord. Maillot, on est d'accord. Éric Brunet à 13h, mais avant cela, Ingrid Betancourt, invité des GG. RMC, 10h, 13h, Olivier Truchot et les grandes gueules. Les grandes gueules en direct jusqu'à 13h sur RMC. Ingrid Betancourt, bonjour. Bonjour. Il y a 5 ans, vous étiez libéré des griffes de la guérilla des FARC dans la jungle colombienne, après plus de 6 ans de captivité. Que reste-t-il de tout cela 5 ans après? Il reste une famille. Il reste en fait 2 familles. La famille qui m'a attendue et la famille qui m'a adoptée en captivité, c'est-à-dire mes compagnons de captivité. Il reste des changements, des transformations et des bons souvenirs. Les mauvais souvenirs sont plutôt restés probablement dans un endroit où je ne veux pas trop aller chercher. Donc, pourquoi? Parce que ça fait toujours un peu mal. Et que on se rend compte qu'on est pas aussi fort que ce qu'on voudrait être, probablement. Et que donc, il vaut mieux attendre que
que les émotions soient moins fortes. Aujourd'hui, vous vivez où? Je vis en Angleterre. Vous n'êtes jamais retourné en Colombie depuis? Si. Si je suis revenue 2 ou 3 fois, toujours pour des périodes courtes, mais ça a été toujours un petit peu difficile pour moi parce que la Colombie implique revenir avec un système de garde du corps et d'escorte et tout ça. Et c'est vrai que je me suis mise à aimer énormément le fait de ne pas être suivie. Donc de vivre en liberté. En liberté, comme ici. Sans protection. Sans protection. Oui. Et que faites-vous à Londres? Je suis à Oxford et je fais des études. J'ai repris des études. Ah oui? Ouais. Dans quel domaine? Je fais de la théologie. Et ça, c'est parce que après la captivité, vous aviez besoin de spiritualité, de réflexion et de sortir peut-être de un peu de cette folie. Rappelons que avant d'être prise en otage, vous étiez dans la politique en Colombie, candidate des écologistes à l'élection présidentielle colombienne, et tout cela, c'est derrière vous, c'est terminé. Non, je pense que je fais de la théologie pour la même raison que j'ai fait de la politique. Je crois que c'est le même vecteur de vie qui me pousse à chercher et à comprendre. Et c'est vrai qu'il y a une profonde indignation du monde dans lequel nous sommes et que je n'aime pas ce que je vois et je n'aime pas les injustices et je crois qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut changer et que bon, la politique c'est la réflexion de quoi faire, mais la théologie c'est la réflexion de qui nous sommes pour pouvoir mieux faire. Donc je crois que les deux sont intimement liés. Les gens ont été parfois durs avec vous, en vous jugeant quasiment responsable de votre enlèvement, en rappelant que vous n'auriez jamais dû prendre cette route, puisque l'armée vous avait déconseillé d'aller dans cette jungle colombienne. Il y a eu beaucoup de dureté, de violence à votre égard, alors que vous étiez victime quand même d'une captivité de 6 ans et dans des conditions épouvantables. Oui, je pense que ça a été très très dur. Il y a eu beaucoup de méchanceté, beaucoup d'injustice, mais je pense que à la base, il y a comme toujours des intérêts politiques. Je pense que le président de la République, au moment de ma captivité, de ma capture, le président Pastrana, s'est retrouvé dans une situation très complexe dans laquelle il avait pris, pour des raisons politiques, la décision d'enlever mes escortes, parce qu'il ne voulait pas que j'aille là où il allait être, lui. Et cette décision qui était donc calculé pour m'empêcher d'être sur la même scène médiatique que lui, c'est retourné d'une façon dramatique parce que ça a permis que je sois séquestrée et que pour lui la façon de un petit peu comme Ponce Pilate se nettoyer les mains, ça a été de monter toute une stratégie, je pense, d'information en disant en disant c'est de sa faute, on l'avait prévenu, etc. Et c'est faux. Il ne m'avait pas prévenu. Et au contraire, si vous voulez. Ça c'est faux, parce que pendant des années on a dit ça, on a dit Ingrid, elle savait, on lui avait déconseillé d'aller sur cette route. Non, en fait c'est faux ça. Ouais, c'est tout à fait faux. Pourquoi c'est faux? Parce que l'endroit où j'étais était l'endroit où était le président. Si moi, voilà. Et que, en fait, c'était totalement militarisé. Il y avait jamais en Colombie, je n'avais vu autant de soldats, si vous voulez, sillonnant le terrain comme à ce moment-là. Ça a été un coup de bol pour la guérilla. Ils ont fait, ça a été très risqué, audacieux. Évidemment, j'étais sans escorte, donc il n'y avait pas de possibilité de réagir, mais bon. Si vous voulez, dans tout ça, il faut faire attention parce qu'on ne peut pas dire que c'est la faute du gouvernement, c'est la faute des FARC. Bien sûr, c'est les FARC. Eux qui m'ont. Mais vous avez de la colère, de la haine encore contre ceux qui vous ont pris en otage, qui vous ont privé quand même de votre liberté pendant 6 ans, et puis aussi contre ceux qui ont pu vous critiquer à l'époque. Il y a toujours si vous voulez, des souvenirs qui font mal, des commentaires qui font mal, évidemment. Lesquels? Par exemple, de dire que ça a été ma responsabilité ou que ça a été ma faute. Si vous voulez, il y a de l'injustice dans ces propos et c'est l'injustice qui fait mal. Cette espèce de devoir toujours revenir et expliquer. Vous justifier. Par rapport aux gens qui m'ont capturé, disons que c'est toujours complexe. Les personnes qui ont été avec moi en captivité, les commandants qui ont été là, c'est vrai que quand je pense à eux, et j'y pense très souvent et même pratiquement au quotidien. Chaque jour, on pense à eux. Oui, il y a des choses qui reviennent tout le temps, des petits détails de vie, un regard de quelqu'un, un commentaire, une façon de vous. On est toujours un petit peu, si vous voulez, voilà. Il y a des choses qui reviennent. Et dans ces moments-là,
on a du mal à se dire que le pardon est quelque chose qui émotionnellement vient naturellement. On a toujours un petit... Bon. Mais c'est vrai qu'il y a aussi une décision de pardon. Et cette décision de pardon, il faut qu'elle soit vraie, il faut qu'elle soit dite, il faut qu'elle soit aussi vécue rationnellement, et surtout en ce moment, parce que la Colombie commence des négociations de paix avec ces mêmes personnes qui ont été, si vous voulez, qui ont pris la décision de maintien, enfin de 7 ans de captivité. C'est quand même eux qui ont décidé. Il faut que finalement le gouvernement colombien arrive à faire la paix avec les FARC, donc il va falloir qu'ils se parlent. Mais vous seriez face? Non, ils se parlent en ce moment. Ils se parlent. Vous seriez face à vos ravisseurs? Ben moi je serais face. C'est curieux parce que c'est une question qu'on me pose et que donc je me pose aussi parce que j'y pense. Je pense que si j'étais face à ceux qui ont été avec moi, si vous voulez, les commandants avec qui j'ai eu qui ont été horribles. En particulier un d'eux, Enrique, qui a été capturé avec moi. Enfin, quand j'ai été libérée, il a été capturé dans l'hélicoptère. Et donc ça fait 5 ans qu'il est en captivité, lui, prisonnier dans une prison colombienne. En quoi il a été horrible? Non, je vais pas vous donner de détails. Mais disons que c'est vraiment peut-être la personne avec laquelle j'ai le plus de mal à faire. Mais je me dis qu'aujourd'hui, je pourrais m'approcher de lui et l'embrasser. Ah bon? Oui, je pense qu'aujourd'hui, je serais capable d'aller jusqu'au bout du raisonnement et de me dire, voilà, c'est un gars qui a souffert comme moi j'ai souffert, probablement moins, mais il a dû faire dans sa tête le cheminement d'analyser comment il s'est comporté avec nous, alors que maintenant il est prisonnier. Et je pense que dans cette réflexion, il y a de la lumière pour lui, j'espère, et que donc je pourrais l'embrasser. Il y a eu aussi cette polémique en Colombie lorsque vous avez demandé une indemnisation auprès de l'État, auquel d'ailleurs vous aviez droit, et parce que l'État qui n'avait pas assuré votre protection, et ça n'a pas toujours été très bien compris sur place. Encore une histoire assez sordide qui m'a fait beaucoup de mal. Beaucoup de mal, surtout parce qu'elle a affecté ma famille, mes enfants. Ils ont eu beaucoup de mal avec ça. Je pense que, si vous voulez, encore une fois, il y a eu une peur de certains secteurs politiques colombiens. J'étais très haut sur les sondages et ils avaient dans l'idée que je pouvais revenir faire de la politique et prendre un espace qu'ils ne voulaient pas céder. Et ils ont tiré comme des snipers. Ça a été vraiment très très dur, de façon injuste, encore avec des mensonges, des calomnies, de la diffamation. Et c'est vrai que moi j'étais pas... c'était trop récent pour moi. Je ne pouvais pas réfléchir correctement et me défendre. Je n'avais pas ni la capacité émotionnelle, ni la réflexion suffisante et la distance par rapport à ce qui m'arrivait pour pouvoir me défendre correctement. Voilà. Ingrid Betancourt, dans les grandes gueules. Alors, c'est la première fois que vous venez ici, donc la fiche de renseignement, c'est une tradition pour mieux vous connaître. Date et lieu de naissance. Je suis née à Bogota, un Noël, 25 décembre 1961. Et vous avez la double nationalité? Oui. Pourquoi vous avez cette double nationalité franco-colombienne? Disons que ma famille est française d'origine, mais elle est arrivée en Colombie il y a très longtemps. Et malgré le fait que nous avions gardé, disons, ces rapports très proches avec la France, j'ai reçu ma nationalité française parce que je me suis mariée avec un Français. D'accord. C'est le père de mes enfants. Voilà. Alors justement, situation familiale. Mes enfants et moi. C'est tout? C'est tout, oui. Célibataire? Ouais. Avec 2 enfants, 2 grands-enfants qu'on connaît, parce qu'ils se sont battus lorsque vous étiez... 3 grands-enfants. 3 grands-enfants. Oui, parce que j'ai aussi celui du premier mariage de mon ex-mari. Ça fait très compliqué, mais disons que c'est mon enfant aussi, même si ce n'est pas le mien. On a beaucoup vu... Sébastien. Oui. Sébastien, Mélanie, Lorenzo. Et Lorenzo. Et qui, maintenant, une vingtaine d'années? Sébastien a 39, Mélanie a 27 et Lorenzo a 24. Il me l'a répété hier 20 fois parce que je lui disais qu'il allait avoir 25 et il me rappelait qu'il avait 24. Voilà. Situation professionnelle? J'écris, mais je suis plutôt étudiante là. D'accord. Et alors vos revenus justement? Comment? Vos revenus? Mon revenu quoi? Vous vivez de quoi? Je vis de quoi? Je fais des conférences. Je fais des conférences, je suis invitée parfois à tenir adresser des
des conférences. Voilà, je fais de ça. Ingrid Betancourt, dans les grandes gueules. Dans un instant, vous allez réagir à la bande-son de l'actualité et vous allez écouter des personnalités que vous connaissez. À tout de suite sur RMC. RMC, 10h, 13h, Olivier Truchot et les grandes gueules. Avec aujourd'hui Ingrid Betancourt, qui est notre l'invitée des grandes gueules, après sa captivité. Alors c'est vrai qu'on fête un anniversaire, mais est-ce qu'on peut vraiment fêter un anniversaire d'une libération ? Oui, je pense que oui. Il le faut. Vous le faites ? Oui. Et je crois qu'il faut le faire. En fait, ça fait une semaine que je fête cet anniversaire parce que c'est un retour à la vie. C'est un retour au bonheur, c'est un retour à la famille, il faut. C'était il y a 5 ans, 6 ans, enfin plus de 6 ans de captivité. Et il y a un homme qui a joué un rôle important dans votre libération, on l'écoute. La disparition de cette famille politique impacterait bien au-delà de notre famille politique. C'est une question de pluralisme et une question de principe. Ça m'a paru suffisamment important pour rompre la décision qui était la mienne de me retirer de la vie politique. Alors c'est Nicolas Sarkozy, le son n'est pas très bon parce que c'est du son qui a été capté au siège de l'UMP en début de semaine, puisque bon c'est pas son retour politique mais il s'y prépare. Quel rôle a joué Nicolas Sarkozy ? Est-ce que d'ailleurs vous avez encore des nouvelles ? Vous l'avez au téléphone ? Oui, très souvent. Ah oui, très souvent ? Oui, je l'aime beaucoup, vraiment, je dois dire que c'est quelqu'un d'important. Pourquoi c'est quelqu'un d'important dans ma vie? Parce que je pense que, si vous voulez, quand on est dans les moments difficiles, il y a très peu de personnes qui font le pas vers vous. Vous voyez, c'était très simple de ne pas regarder. En Colombie, le président colombien, c'était clair, il ne voulait rien faire. Et en France, l'expérience qu'avaient eu mes enfants, à part Dominique de Villepin qui avait fait ce qu'il avait pu, mais il s'était finalement bloqué dans une situation assez terrible. Quand les élections sont venues, l'histoire que me racontent les enfants, c'est que ils ont tapé, ils ont vraiment fait tous les candidats et frappé à toutes les portes, et ils avaient en face d'eux véritablement cette espèce de mur dans lesquels on les recevait, on était très gentils avec eux, on leur tapait le dos et on leur disait oui, merci, au revoir. Puis le seul qui a véritablement qui d'abord les a reçus seuls, qui n'avait pas le regard du conseiller en disant oui, faut pas, ne dites pas, pas d'engagement, rien, et qui s'est tout de suite engagé et qui a pris sur lui. Mais ce qui est extraordinaire chez Nicolas Sarkozy, c'est que mon cas c'est un parmi d'autres, parce qu'il a fait ça pour Florence Aubenas, il a fait ça pour mon Dieu, ma mémoire. Non, il y a eu les infirmières bulgares aussi. Oui, et puis il y a eu alors, je sais. Florence Cassé. Florence Cassé, le Mexique, absolument, où j'ai été véritablement témoin de ce qu'il a fait. Et sans lui, vous n'auriez pas été libéré ? Oui, je pense que non. Ce n'est pas évident, la façon dont ça s'est fait. Mais je pense que sans lui, le gouvernement colombien, il y a eu plusieurs choses. Il y a eu lui et il y a eu aussi le président vénézuélien Hugo Chavez. Mais je pense que parce que Nicolas Sarkozy a donné à Hugo Chavez cette espèce de reconnaissance pour ce qu'il faisait pour nous, a fait que, et parce que Nicolas Sarkozy aussi avait des relations excellente avec Bush, donc le président américain, qui de son côté bloquait aussi. Il a réussi à débloquer la Colombie. Et à ce moment-là, le président colombien s'est retrouvé dans une situation où il était de son intérêt de nous sortir. Il ne pouvait pas faire autrement. Donc, sans Nicolas, je ne serais pas là. Et sans Nicolas, vous ne seriez pas là. Voilà. Ouais. Et lorsque vous avez Nicolas au téléphone, vous parlez de quoi alors ? De choses et d'autres. Enfin, de la famille, de la famille, des enfants, de comment il va, de comment je vais. Alors, est-ce qu'il vous dit qu'il va revenir en politique ? Il le dit pas, mais j'espère bien qu'il le fera. Ah oui ? Vous voulez qu'il revienne ? Ouais. Il manque à la France ? Moi, oui, je crois. Oui. Pourquoi ? Parce que je pense que tout le monde a des défauts, ça c'est évident, et on aura nous avons tous des défauts, c'est ce que nous sommes en tant qu'être humain. Mais je pense qu'il y a chez Nicolas Sarkozy quelque chose que je crois est important, c'est l'audace
voyez, l'audace de faire, d'agir. D'agir. Et souvent, enfin, cette espèce, je crois que les leaders ont besoin d'être à l'écoute des gens, des personnes et des personnes qui votent pour eux. Mais il faut aussi qu'ils soient leaders. Il faut qu'ils soient un pas en avant. Il faut qu'ils aient l'audace de parfois aller contre le courant. Voilà. Alors justement, on reste un peu dans la politique. Vous étiez, rappelons-le, candidate des écologistes. Ouais. Il y a une ministre qui a été virée parce que justement elle trouvait que ce gouvernement actuel ne faisait pas assez pour l'écologie. On l'écoute. Moi, je pense que ce que j'ai dit mardi et donc lundi ne justifiait pas cette mise à l'écart du gouvernement. Voilà, Delphine Batho, ex-ministre de l'écologie, qui était avec Jean-Jacques Bourdin. L'écologie, c'est secondaire en temps de crise? Ah non, l'écologie, non. Et pourquoi? Parce que l'écologie, c'est l'urgence. Nous ne pouvons plus continuer à fermer les yeux sur la catastrophe. Nous sommes véritablement une plaie pour cette planète. Et si nous n'arrivons pas à nous restreindre dans notre mode de vie, dans nos décisions de tous les jours, dans notre façon d'être en relation avec le cosmos, avec l'univers, avec notre planète, on pourra plus continuer à exister. C'est même pas soyons bons pour la planète, c'est soyons intelligents pour survivre en tant que race humaine. Et puis dernière déclaration, vous l'avez cité, c'est Florence Aubenas, ex-otage, qui aujourd'hui se bat pour les autres otages. On l'écoute. Pendant un mois environ, après chaque prise d'otage, les pouvoirs publics demandent d'avoir un petit laps de temps pour négocier. Et c'est vrai qu'une prise d'otage sur 2 se résout en fait dans les 15 premiers jours. Donc on arrive un peu à l'arracher, à sortir les gens très vite. Là, ça n'a malheureusement pas été le cas. Et donc après, on rentre dans un autre type de configuration et voilà. Voilà, Florence Aubenas, donc journaliste, ex-otage en Irak et qui aujourd'hui est la présidente du comité de soutien pour les 2 journalistes qui sont retenus depuis plus d'un mois en Syrie. Voilà, Didier François et Édouard Elias. Et alors, vous vous sentez solidaire? Il y a une espèce de solidarité entre vous, oui? Oui. J'ai écrit un petit mot à Florence hier pour lui dire que je voulais, si je pouvais aider. Je pense qu'on est tous solidaires, même si, je veux dire, on sait très bien là où ils sont, ce qu'ils souffrent, c'est terrible. Et c'est vrai que l'on a une inquiétude constante de comment les rapports s'enclenchent entre les personnes qui peuvent faire et les ravisseurs. Dans le cas de Didier François et de Édouard Elias, on ne sait pas encore ce qui se passe et on ne sait pas si c'est des forces officielles entre guillemets qui les ont capturés ou détenus ou s'ils sont c'est très compliqué. C'est pas de quel côté en fait. Non, c'est pas de quel côté. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que on se pose toujours la question, est-ce qu'il faut médiatiser et est-ce qu'il faut faire vraiment un battage autour de ces cas-là, ou au contraire, est-ce qu'il faut pas jouer un peu profil bas et laisser la diplomatie française agir dans l'ombre, dans la discrétion? Écoutez, moi, je sais pas quoi vous répondre parce que, il y a toutes sortes de théories. Mon cas personnel me porte à croire qu'il faut médiatiser. Je suis convaincue que c'est la médiatisation qui met, d'abord qui protège les vies. C'est très important. On peut se dire que ça prolonge la captivité, peut-être, mais au moins ça protège. Et je pense que médiatiser met la pression sur les 2 acteurs qui doivent prendre des décisions. Et c'est vrai que on a toujours tendance à se dire pourquoi mettre la pression sur ceux qui finalement sont les bons du truc qui négocie. Parce que les autres, je veux dire, on peut pas les atteindre. Bien sûr. Je veux dire, ils sont par définition les mauvais. Et en même temps, ça fait monter les prix. Ça fait monter les prix, mais c'est quoi monter les prix? C'est ça aussi. Quand nous parlons de la vie humaine, moi je souffre énormément pour 4 autres otages français. Ce sont les otages d'Arlit. On parle très peu d'eux. C'est très dur avec les familles parce qu'elles souffrent énormément dans un silence. Ils ont
maintenant, le 16 septembre, 3 ans de captivité. Et c'est vrai que ça, c'est le cas exemplaire de se dire qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'on en parle ou est-ce qu'on n'en parle pas. Moi, je crois qu'il faut en parler. Et parce que aussi les responsables politiques, soyons quand même honnêtes, agissent aussi parce qu'il y a une pression médiatique derrière. Et oui, sinon on laisse couler. On passe à autre chose. On passe à autre chose. Où on se dit le temps fera qu'ils coûteront moins cher. Mais le temps de qui ? C'est ça. C'est le temps des enfants, c'est le temps de la vie, c'est le temps d'être vivant ou d'être mort. C'est le risque que l'on continue à prolonger. Donc oui, moi je crois qu'il faut mettre la pression. Merci Neil Bettencourt, merci d'être venu ici au micro des Grandes Gueules. Dans un instant, Éric Brunet, comme tous les jours, avec vous au 32-16. Et puis le temps pour moi de vous dire que demain, nous serons avec Franck Tanguy, Étienne Liebig, Philippe Gabillier. Et puis l'invité des Grandes Gueules sera à votre place, Ingrid Henri Guénaud, l'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, aujourd'hui député UMP de la 3e circonscription des Yvelines. Très bon après-midi sur RMC. Écoutez les Grandes Gueules 24h sur 24 en podcast sur rmc.fr.